Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas ça va bien. Alors, aujourd'hui c'est la review d'un chapitre spécial parce qu'il marque l'apparition d'Im-sama dans le manga. Quelle masterclass il nous a fait Oda avant de partir en pause. Alors, la rencontre de Sabo et Bonnie, la tentative de meurtre de Saint Charlos, la réunion de Cobra avec le Gorosei, l'identité véritable d'Im-sama et la reine Lily d'Alabasta, on va tout disséquer ensemble et je vous ai préparé une théorie incroyable pour la conclusion. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. En attendant, avant de commencer, si vous voulez nous soutenir, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, le chapitre commence avec la rencontre de Bonnie et Sabo dans le château de la Pangée. On se rappelle que Bonnie avait dit au chapitre 1062 qu'elle avait croisé Sabo à Marie-Joise, et l'auteur nous montre en fait ce qui s'est passé entre ces deux-là. Sabo l'a rencontré pendant qu'il se débarrassait de certains gardes qu'il avait croisés pendant son infiltration. Et bien sûr, Bonnie sait que Sabo est le numéro 2 de l'armée révolutionnaire, et par conséquent est un ami de Kuma. Elle a donc reconnu et approché tout en décidant de lui laisser, par confiance, la tâche de s'occuper de son père pour elle. Elle a également fait part à Sabo de son intention de se rendre sur Egghead pour demander à Vegapunk de trouver un moyen de ramener Kuma à la normale. Et juste au moment où elle allait lui révéler ce qu'elle ferait si ce dernier n'y arrivait pas, une chose intéressante s'est passée. Pendant que Bonnie et Sabo échangeaient, ils ont été interrompus par des gardes qui les cherchaient et ils ont été obligés de se cacher. N'ayant pas réussi à les repérer, certains gardes ont commencé à parler et pendant leur discussion, un d'entre eux précise que plusieurs des gardes avaient disparu après avoir aperçu une chambre secrète appelée la chambre fantôme. Alors, bien sûr, on imagine que cette chambre peut être une salle secrète d'Im, où l'entrée est interdite, une salle différente de la salle des fleurs ou de la salle du trône. En tout cas, c'est ce que la réaction apeurée des gardiens en entendant le nom de cette salle semble indiquer. Et si c'est le cas, alors faut pas chercher. Ils n'ont pas disparu, ils ont été exécutés pour garder le secret de ce qu'ils ont pu voir. Je suis sûr que cette salle, tout comme celle du trône et celle des fleurs, renferme un secret important qu'Oda commence à préparer. Donc, aucune info dessus est donnée, mais je suis sûr qu'on aura des indices dans les prochains chapitres. Donc, je suis pressé d'en savoir plus. Du coup, après que les gardes soient partis, Sabo et Bonnie se sont donc séparés. Bonnie est partie en direction d'Egghead et Sabo est retourné continuer son infiltration dans le château de la Pangée. Et c'est tout ce qu'on aura de lui ce chapitre. Néanmoins, on sait que juste après la séparation de Sabo et Bonnie, la réunion de Cobra et du Gorosei a commencé. Mais ça, on y reviendra plus tard pour en parler plus en profondeur. Pour l'instant, je pense qu'il est nécessaire de parler de l'incident concernant la princesse Shirahoshi, qui risque aussi d'avoir son lot de conséquences. Donc, comme Vivi l'avait prédit au chapitre précédent, Saint Charlos a essayé à nouveau de capturer Shirahoshi. Cette fois pendant que son père ainsi que les autres rois étaient toujours en pleine réunion. Et cette fois, pour la capturer, il a utilisé Kuma. Bien évidemment, il restait des gardes royaux, mais personne ne voulait intervenir de peur des conséquences. Quand les princes du royaume de Ryugu, qui voulaient sauver leur sœur, ont tenté d'attaquer Charlos, ce dernier s'est protégé en ripostant grâce à Kuma. Mais ils étaient déterminés à sauver leur sœur et ont continué d'attaquer, mais ont été arrêtés par Mjosgard pour éviter un incident diplomatique majeur qui pourrait avoir des conséquences sur l'île des hommes poissons, ce qui était une sage décision. Cependant, il a mis en lumière le fait que si les princes, eux, doivent faire preuve de retenue pour leur pays, par contre, des pirates n'ont pas à se préoccuper de ce genre de choses
et sont donc plus libres de leurs mouvements. C'est là qu'il va alors autoriser Sai, qui sera rejoint par Léo, à attaquer Charlos. Et, en plus de ça, Mjolnir a accepté l'entière responsabilité de leurs actions, ce qui pourrait les sauver parce qu'avec ce qu'ils ont fait à ce type, ils vont en avoir besoin. Ils l'ont littéralement transformé en vase humain. Le gars, il n'a pas le Gear 5, il ne peut pas se remettre en place. J'espère d'ailleurs il reste comme ça. C'est une des rares fois où Oda montre quelque chose d'aussi violent. Mais lui, je pense qu'on avait tous marre de lui, donc voilà. Sai et Léo ont bien représenté Luffy et on peut les remercier pour ça. Mais pas que. Grâce à eux, on pourrait bien voir les chevaliers divins apparaître dans les tout prochains chapitres. Et il y a une explication simple à ça. On sait que Mjolnir a accepté l'entière responsabilité des actions de Sai et Léo, ce qui veut dire que le problème se réglera probablement à travers un conflit entre ce dernier et Saint Roseward, le père de Charlos. Autrement dit, ce conflit risque de se transformer en un conflit entre nobles. Akainu nous avait précisé, au chapitre 1054, que Saint Mjolnir était accusé d'avoir laissé l'agresseur de Saint Charlos s'échapper. En voyant les événements de ce chapitre, on devine qu'il parle clairement de Sai et Léo, mais Akainu nous précise aussi que les chevaliers divins sont intervenus pour régler la dispute, voulant dire que ce serait leur rôle sur Marie-Joise, et qu'on pourrait voir leur apparition dans les prochains chapitres, ce qui permettra de répondre à beaucoup de questions autour d'eux. Mais un nouveau problème se pose par rapport à la situation de Charlos. Comme par hasard, ceux qui l'ont attaqué sont des membres de la flotte alliée à l'équipage au chapeau de paille, ce qui pourrait entraîner une nouvelle guerre entre le gouvernement et l'équipage de Luffy. Et Oda nous aurait déjà prévenu dans le chapitre 800, en écrivant en bas de la page qu'un jour, des membres de la flotte au chapeau de paille causeront un incident sans précédent. Ce serait alors la tentative de meurtre d'un Tenryubito, plus précisément Saint Charlos. Donc, on attend de voir la décision du gouvernement par rapport à cet incident, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, pour en revenir au chapitre, après la mort de Charlos, Kuma a continué à attaquer au hasard et Morley, commandant de l'armée révolutionnaire, a jailli du sol pour l'attraper, a réussi à le capturer. Il a aussi reçu des clés de la part de Karasu, qui lui les avait reçues de Sabo. On imagine que ces clés sont probablement celles qui ont permis de libérer Kuma, mais aussi les autres esclaves présents à Marie-Joise qui ont été sauvés par les révolutionnaires. C'est là où les informations relatives à cet accident s'arrêtent. Du coup, en attendant de voir si les chevaliers divins apparaîtront et la décision que le gouvernement prendra concernant la flotte de l'équipage au chapeau de paille, parlons Cobra, parlons du Gorosei et parlons d'Im, pour ce qui est, sans aucun doute, la partie la plus importante du chapitre. Et l'auteur ne perd pas de temps, en confirmant, dès que Cobra obtient son audience avec les 5 vieilles étoiles, que la raison pour laquelle ce dernier a demandé une audience était pour les questionner sur les événements du siècle oublié et à propos de la reine d'Alabasta à l'époque. Mais avant de poser ces questions, il va rappeler le contexte autour de l'existence du gouvernement. Il a été fondé il y a 800 ans à travers la réunion de 20 monarques qui, avec leurs familles, ont déménagé à Marie-Joise pour vivre au sein d'un clan, les Dragons Célestes, ceux qui ont créé le monde et qui font la loi depuis 800 ans. Les 20 monarques, se considérant comme des égaux, et pour que les choses restent ainsi, ont installé le trône vacant et ont tous placé une arme autour du trône, en symbole de leur serment de ne jamais s'y asseoir, pour que le monde ne devienne jamais une monarchie. Au fur et à mesure, de nouvelles familles royales ont été désignées pour diriger les pays que les familles originales ne pouvaient plus gérer. Jusque-là, rien qu'on ne savait pas déjà. Mais certains nouveaux détails vont faire surface. Déjà, on apprend que lorsqu'un royaume est confié à une nouvelle famille, toute trace historique de l'ancienne dynastie est supprimée, dans le but de simplifier la transition. La seule exception fut celle de la reine d'Alabasta, qui faisait partie des membres fondateurs du gouvernement, mais qui n'est jamais devenue un dragon céleste, et devait supposément retourner à Alabasta terminer son règne, ce qui explique pourquoi la famille Nefertari est toujours souveraine d'Alabasta. La reine n'aurait donc pas été présente pour déposer son arme sur le trône vacant, qui n'en compte en fait que 19. Et comme par hasard,
son nom a été effacé de l'histoire. Elle ne serait jamais retournée à Alabasta et aurait confié son règne à son petit frère, ce qui pose la question de ce qui lui serait arrivé. Si son arme n'est pas autour du trône vacant, indiquant qu'elle aurait été absente, mais qu'elle n'est jamais retournée à Alabasta, ce qui aurait dû justifier cette absence, ça implique qu'elle aurait non seulement mystérieusement disparu, mais qu'elle aurait en plus été effacée de l'histoire. Et c'est exactement ce que Cobra demande au Gorosei. Mais bien sûr, ils vont feindre l'ignorance et essayer de convaincre Cobra que ces détails sont perdus dans l'histoire et qu'ils n'ont pas de réponse à ces questions. Mais on sait bien que l'histoire, ils l'ont probablement non seulement vue, mais ils l'auraient aussi vécue. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Du coup, Cobra n'était pas satisfait de leur réponse et va les questionner sur la signification de l'initiale D, en indiquant que chez les Néfertari, une lettre écrite par la reine était transmise de génération en génération, et l'existence de cette lettre semble avoir surpris le Gorosei, une information qui nous sera utile plus tard. Donc, apparemment, cette lettre aurait quelque chose à voir avec l'existence du clan D. Mais avant même que Cobra n'ait le temps de donner plus d'informations, une chose complètement invraisemblable va se passer et Im va apparaître et s'asseoir sur le trône vide sans hésitation, devant Cobra en murmurant Lily. Et autant dire que si Im a pris la peine de se montrer devant Cobra, c'est qu'à ce moment-là, sa mort avait déjà été décidée. Et c'est là où le chapitre se termine. Donc maintenant, place à la théorie. Alors, après avoir lu ce chapitre, je pense que la chose naturelle à assumer est que l'identité d'Im est révélée et qu'elle serait la reine d'Alabasta, Lily. Et beaucoup d'éléments vont dans ce sens. Si on y prête attention, Cobra a mentionné que seulement une épée manquait autour du trône vide, et c'était celle de Lily. Lors de la première apparition d'Im dans la salle des fleurs, une épée était déjà plantée dans le jardin, arme qui pourrait être celle appartenant à Lily, témoignant qu'elle est bien celle qui dirige le monde depuis l'ombre. C'est clairement plausible, mais je pense que l'auteur ne rendrait pas un mystère aussi important que l'identité d'Im si facile à deviner. Et je pense qu'il cherche à nous induire en erreur et d'autres éléments viennent soutenir la possibilité qu'Im n'est pas Lily et pourrait même expliquer en partie ce qui est arrivé à la reine d'Alabasta. Déjà, le royaume d'Alabasta semble avoir été un allié de Joy Boy. Un poneglyphe et une arme antique semblent avoir été confiés à ce pays et aux Néfertari. Ces derniers sont exclusivement confiés à des pays alliés à l'ancien royaume, l'île des hommes poissons et le clan Ryugu, le pays de Wano et les Kozoki, Zo et les Minx, Alabasta et les Néfertari. En plus de ça, la lettre laissée par Lily aux générations suivantes, qui semble indiquer l'existence du clan D, semble aussi confirmer cette hypothèse, étant quelque chose qui ne serait fait que par un allié de Joy Boy. Voulant dire que si Im est bel et bien Lily, alors elle règne sur le monde en attendant le retour de ce dernier et pourrait se retourner contre le Gorosei, ce qui serait invraisemblable étant donné qu'on l'a vu ordonner des atrocités, ce qu'un allié de Joy Boy ne ferait pas. Et c'est pour ça que je pense qu'elle n'est pas Im et que l'auteur nous mène en bateau et que la vraie révélation du chapitre est l'histoire de Lily et non l'identité d'Im. Et la preuve pourrait se cacher dans le titre du chapitre. Oda a ses petites habitudes et dans ces dernières, il y a les titres à double référence et par ça, j'entends un titre qui semble décrire un événement du chapitre mais qui en fait en décrit aussi un autre. Par exemple, le chapitre 1023, Deux gouttes d'eau, semble mettre en lumière la ressemblance entre Zoro et Ushimaru Shimotsuki. Mais, en fait, dans une petite case, fait aussi discrètement référence à la ressemblance entre la forme adulte de Momo et Oden. Et c'est ce que l'auteur aurait, là encore, reproduit. Le titre du chapitre est la tentative de meurtre d'un Tenryubito et semble faire référence à l'accident concernant Charlos, mais ferait en fait aussi référence à Lily, qui à la base faisait partie des 20 monarques ayant créé le gouvernement mondial et dont les familles composent les Tenryubito. Le chapitre raconterait en fait l'histoire de Lily. La reine Lily de la maison Néfertari, alliée au Di, aurait alors très bien pu découvrir les vraies intentions du gouvernement Edim
alors qu'elle se préparait à rejoindre le gouvernement mondial, ce qui lui aurait coûté sa vie. Elle aurait alors été victime d'une tentative d'assassinat, mais grâce à un super Culver, moyen de transport du royaume d'Alabasta, alors que tout le monde la pensait morte, elle aurait pu avoir encore assez d'énergie en elle pour envoyer une courte lettre rappelant l'existence du clan D à son royaume. Après tout, comme le veut le hasard, si on regarde la cover du chapitre 1023, 2 gouttes d'eau, qui est aussi un titre à double référence, on peut voir Vivi et son super Culver Karoo, et en regardant la case qui illustre la reine Lily, elle semble ressembler aussi, si j'ose le dire, comme 2 gouttes d'eau à Vivi. Mais la lettre de la reine sera difficile à déchiffrer pour les prochaines générations, pour manque de détails, parce qu'il ne lui restait plus beaucoup d'énergie et de temps à vivre lorsqu'elle l'a rédigée, expliquant le fait qu'elle soit courte. Mais, considérée comme le dernier message de la reine Lily, cette lettre aurait été transmise de génération en génération en espérant qu'un jour, quelqu'un arrive à comprendre le message de la reine et se joigne à leur ancien allié, le clan D, pour renverser le gouvernement mondial qui n'est qu'une facette pour cacher la vérité sur ce monde. Comme par hasard, c'est à travers celle à qui elle ressemblerait comme 2 gouttes d'eau et qui partage des liens étroits avec un D, et par n'importe lequel, le nouveau Joy Boy, que son rêve va enfin se réaliser. Il est donc aussi très probable que comme Luffy et Vivi, Joy Boy et la princesse Lily étaient proches, créant un parallèle entre passé et présent. L'épée de Lily serait donc présente dans la salle des fleurs parce qu'elle aurait été assassinée par Im Amarijoise juste avant de pouvoir rejoindre les Tenryubito, expliquant pourquoi elle aurait été absente lors du sacre des dragons célestes et n'a pas pu mettre son épée autour du trône vide. L'histoire disant qu'elle devait rentrer à Alabasta finir son règne aurait été inventée de toutes pièces par le gouvernement, pour qu'Im puisse garder la famille Nefertari, alliée des Dix, ennemis jurés des dragons célestes, loin de Marijoise et des secrets du gouvernement mondial. La salle des fleurs pourrait alors même peut-être être son tombeau, et le sabre représenterait un vestige d'elle, comme le chapeau de paille, également présent à Marijoise, semble être un vestige de Joy Boy. Ce qui voudrait dire qu'Im partageait un lien particulier avec elle et ce dernier, et expliquerait, comme cette dernière ressemble à Vivi, l'intérêt d'Im pour l'actuelle reine d'Alabasta, sosie de Lily. Leur ressemblance pourrait aussi aller plus loin que le physique. On sait des armes antiques qu'elle semble se réincarner à travers les membres d'une même famille reliée au siècle oublié. Vivi est soupçonnée d'être une arme antique depuis l'arc Alabasta. Et tout comme Luffy est la réincarnation de Joy Boy, elle pourrait être la réincarnation de Lily, ce qui voudrait dire qu'à l'époque, la reine d'Alabasta était elle aussi une arme antique. L'identité d'Im n'aurait donc pas été révélée dans ce chapitre, mais l'existence de son lien avec la reine Lily et l'histoire de cette dernière, si. Voilà, du coup, ma théorie. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais alors, qui serait Im ? Eh bien, je pense que la réponse se trouve dans l'existence du Gorosei. Pourquoi est-ce qu'ils sont l'autorité suprême alors que les familles fondatrices sont censées être égales ? Pourquoi les anciennes familles les auraient acceptés comme chefs ? Et pourquoi ces derniers auraient accepté Im comme reine suprême ? Eh bien, une vidéo est en préparation sur le sujet, donc je compte sur vous pour être présent le moment venu. On arrive à la fin de la review de ce chapitre incroyable, donc je veux vos avis dessus en commentaire. Comment l'incident de Saint Charlos va-t-il évoluer ? Est-ce qu'on verra bientôt les chevaliers divins ? Qui est Im et quel est son lien avec la reine Lily d'Alabasta ? Partagez vos idées avec nous. Il y a pause cette semaine, mais on a un paquet de vidéos pour vous, donc vous ne risquez pas de vous ennuyer. La mort d'Aokiji, le passé de Zoro, le futur de Garp, Law, Kid et bien plus, vous allez kiffer. Sur ce, cette vidéo touche donc à sa fin. Du coup, laissez vos avis dans la case en dessous. Mettez un j'aime et partagez si ça vous a plu. Pour nous rejoindre et profiter de One Piece avec nous, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.